Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Tech24. Cette semaine, on prend la route de la mobilité du futur. Alors que les villes rouvrent peu à peu, comment circuler en toute sécurité sanitaire? Les géants du secteur doivent composer avec la distanciation physique. Quelle est leur vision du transport à l'ère des pandémies? On en parle. Et puis, elles se sont imposées dans le paysage urbain. Les trottinettes électriques font partie de l'attirail du parfait déconfiné. Guillaume Gralet arpente le bitume, ou presque, pour nous. La Covid-19 joue les empêcheurs de conduire en rond. Sur le court terme, elle freine le développement des véhicules autonomes et puis elle donne des insomnies aux opérateurs de mobilité partagée. Mais sur le long terme, elle pourrait booster la micro-mobilité. Alors pour en savoir plus, on va s'adresser à une experte du secteur, Julie Chrétien, consultante pour Cité. Bonjour Julie. Bonjour Marjorie. Alors, on s'attendait à voir des véhicules autonomes débarquer sur les routes et même dans les villes d'ici un an. Finalement, la réalité, ce sont des transports publics qui sont désertés par leurs utilisateurs et puis des villes qui essaient de maximiser les voies pour les piétons et pour les cyclistes. La mobilité post-Covid, elle va ressembler à quoi ? Alors paradoxalement, la mobilité post-Covid, elle va ressembler a priori beaucoup à la mobilité pré-Covid, dans la mesure où dans les grandes villes, on aura toujours besoin de transports en commun et a priori, une fois que les craintes de distanciation sociale seront un peu levées, les gens vont y retourner. Il y a deux effets qui, par contre, a priori, vont se sentir sur le long terme. D'une part, effectivement, une hausse des pratiques de micromobilité et en particulier du vélo. Et d'autre part, une hausse de la pratique du télétravail. Ces deux tendances ont commencé à voir émerger déjà avant le Covid, mais le Covid a fourni un accélérateur à ces évolutions, au point que maintenant, on est en train de se dire qu'a priori, ça ne devrait pas revenir en arrière. Le télétravail, ça veut dire moins de déplacements sur les heures de pointe, légèrement moins, mais potentiellement une redistribution des déplacements à d'autres moments de la journée, ce qui va avoir un impact sur les modes de transport qui vont pouvoir être pris. D'un point de vue de ce que ça implique aussi pour les opérateurs de micromobilité, a priori, ce qu'on observe, c'est que les gens n'ont pas l'air d'avoir peur de la contamination via les modes de micromobilité et les modes partagés. Visiblement, la communication qu'ils ont menée sur on nettoie le véhicule entre deux usagers a été efficace et Vélib est déjà revenu au seuil d'utilisation auquel il était juste avant Covid. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'on s'attend à une assez grosse crise économique et ce qu'on va voir arriver a priori, ça va être une concentration des acteurs du secteur de la micromobilité partagée. Jusqu'ici, ils étaient un très grand nombre à lutter pour une part du gâteau, mais il se trouve qu'ils étaient tous généralement assez peu rentables et ils étaient lourdement subventionnés par les fonds d'investissement qui investissaient à perte dans ces entreprises avec l'idée que le dernier en vie deviendrait le Google de la mobilité. La crise économique va accélérer le processus de sélection à mesure où les fonds d'investissement vont probablement, pour ceux qui ont moins de succès, mettre le haut là et on va voir se faire des rachats voir des entreprises se mettre la clé sous la porte. L'augmentation de la participation de Uber dans Lime est un des signaux forts de la concentration de ce secteur à ce moment-là. Oui, et d'autant plus que l'espace urbain doit désormais se résoudre à se soumettre aux règles de la distanciation physique. Alors, ces villes, ces smart cities, on leur a donné beaucoup de définitions, mais est-ce qu'elles vont sortir de cette crise réellement plus intelligentes et surtout plus résilientes ? Alors, le terme Smart City inclut beaucoup de choses. Un des aspects de la Smart City, ça passe souvent par beaucoup d'infrastructures nouvelles. À mon avis, dans les années à venir, si cette crise économique se confirme, on va plutôt voir un frein sur ces éléments-là. Par contre, ce qu'on va voir se renforcer, c'est l'aspect Smart City au sens ville sobre. On en a vu l'exemple avec la mise en place de pistes cyclables temporaires qui ont été mises en place extrêmement rapidement en l'espace de quelques semaines, des choses qu'on n'osait même pas imaginer avant et qui ont pu être mises en place à l'occasion de cette crise. Peut-être qu'on va s'orienter finalement vers plus de ce genre de solutions dans les années à venir. Merci Julie. Merci Marjorie. Et justement, verrons-nous des taxis volants dans le ciel d'ici 3 ans? 2023, c'était la deadline fixée par Uber pour le lancement de son initiative Elevate
en partenariat avec Hyundai. Oui, mais ça c'était avant. Le virus laisse le secteur en pleine remise en question. Alors peut-il toujours illustrer l'avenir du transport individuel? Reportage. Pas d'embouteillage, ni de train en retard. Voici l'eVTOL, l'avion à décollage et atterrissage vertical, peut-être le futur du transport aérien urbain. Vous avez un avion qui décolle à la verticale, comme un hélicoptère. Mais une fois qu'il est dans les airs, il accélère à l'horizontale et vole porté par le vent. Et c'est comme ça qu'il arrive à aller plus vite qu'une voiture, mais aussi plus vite qu'un hélicoptère. Cet appareil utilise une technologie empruntée à la fois aux véhicules autonomes et aux drones, mais il possède des batteries plus efficaces. Contrairement aux hélicoptères et aux avions, il n'a pas besoin d'une piste de décollage pour s'envoler. Les hélices sont remplacées par des rotors, ce qui le rend beaucoup plus silencieux. Certains de ces engins devraient pouvoir atteindre les 300 km/h et parcourir plus de 200 km. Les sociétés qui développent les eVTOL espèrent rendre leur engin opérationnel d'ici 3 ans. Pour la compagnie allemande Volocopter, la régulation du trafic aérien reste pour l'instant la seule inconnue. Nous devons coexister dans un espace aérien de plus en plus dense. Alors pour obtenir ce dont nous avons besoin, nous devons développer un système de gestion du trafic aérien. C'est un pas de plus vers un système universel de gestion de la circulation. Mais l'industrie de l'eVTOL vole à l'aveugle depuis quelques mois. Avec la crise économique liée à la pandémie de coronavirus, certaines compagnies investies dans ce programme sont en difficulté. Même les projets de géants de l'aéronautique comme Airbus pourraient être en danger. Le chemin risque d'être encore long avant que l'eVTOL puisse enfin prendre son envol. Des véhicules du futur qu'il faut donc réinventer sur les airs, sur les mers ou encore sur les routes. Oui, mais avec quelle source d'énergie? La Covid a mis à mal le marché mondial du pétrole et accélère le développement des carburants du futur. Pour en savoir plus, on rejoint Guillaume Gralet du magazine Le Point. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors l'hydrogène était déjà sur la to-do list des groupes d'énergie avant la crise, mais cette fois-ci, on apprend qu'on pourrait imprimer une pile à combustible en 3D et ça change tout. Oui, le CEA Lytton, Marjorie, s'est intéressé à ces fameuses piles à combustible. Vous savez, ces piles où l'oxygène et l'hydrogène sont transformés en électricité et en eau. Habituellement, les gaz sont acheminés dans des canaux dont la taille elle est limitée par la fabrication traditionnelle. Ici, on va s'appuyer sur des motifs imprimés grâce à la sérigraphie d'encre. On va arriver à des canaux beaucoup plus fins et on va arriver à des piles à combustible jusqu'à 1,5 fois plus puissante que les piles à combustible traditionnelles. Ce n'est qu'un début. Les chercheurs veulent aller 4 fois plus loin. Il y a d'autres chercheurs qui, eux, veulent utiliser des aciers comme l'aluminium pour produire des carburants du futur. Gros avantage, nous explique Fabien Alter du CNRS notamment et de l'Université d'Orléans, eh bien, ils ne vont pas produire de CO2. Et si ces petites particules métalliques étaient l'avenir de l'énergie? Leur combustion a l'avantage de produire énormément d'énergie et également de ne pas produire de dioxyde de carbone. Lorsque ces petites particules brûlent dans l'air, elles produisent des oxydes métalliques qui peuvent ensuite être régénérés en utilisant par exemple l'énergie solaire. Donc on a ici un cycle production d'énergie, puis recyclage, qui permettrait de stocker durablement et de façon sécurisée l'énergie que l'on peut produire de façon renouvelable. Pour qu'ensuite on puisse utiliser cette énergie où et quand on en a le besoin. Donc le projet Stellar, financé par l'Agence nationale de la recherche française, regroupe un consortium de chercheurs et d'industriels qui travaillent sur ce sujet inédit et novateur. Les travaux s'inscrivent dans une approche en rupture pour solutionner à long terme la problématique liée au réchauffement climatique. Alors, il y a une autre source d'énergie possible dont on a déjà beaucoup parlé dans Tech24, ce sont les microalgues, mais cette fois-ci, ça y est, ça décolle. Oui, direction Marjorie, cette fois-ci à Cadarache, tout près d'Aix-en-Provence, où les chercheurs veulent effectivement, encore une fois, utiliser l'huile qu'ils auront tirée des algues pour mettre au point un carburant. Mais surtout, ils ont identifié un enzyme baptisé FAP qui va permettre de mettre au point un carburant avec très peu d'impuretés, très peu de particules fines. C'est assez intéressant et c'est presque
un vieux rêve, en fait, puisque dès 1897, lorsque Rudolf Diesel a construit le premier moteur du même nom, il espérait s'appuyer sur des biocarburants et faire tourner son invention avec de l'huile végétale. Allez, autre rêve, mais cette fois-ci qui devient réalité dans un moment tragique avec la crise du Covid, c'est celle d'améliorer la qualité de l'air pour les villes. Et on voit ça notamment dans des villes qui ont été frappées en plein cœur par la Covid, comme Milan. Oui, la capitale de la Lombardie qui s'est dotée, cela ne s'invente pas, d'un Chief Resilience Officer en la personne de Piero Pellizzaro, qui imagine une ville avec plusieurs milliers d'arbres, surtout une ville qui repose totalement sur Internet, qui devient une infrastructure publique. Il y a également une initiative très intéressante à suivre à Varsovie, le Warsaw Hub Lobby, qui lui veut, dès la fabrication des ascenseurs, les doter de lampes à UV capables de tuer les microbes ou encore les virus de manière très facile, et puis surtout qui réfléchit à une circulation entre les personnes sans aucun contact physique pour mieux vivre les éventuelles prochaines pandémies. Alors, à l'heure où tout le monde doit se réinventer, le leader du covoiturage, BlaBlaCar, vient d'annoncer un partenariat avec l'opérateur de trottinettes électriques Voi, 2 roues, qui décidément en aiguisent bien des appétits. Le vôtre aussi notamment, Guillaume, puisque vous avez décidé d'en tester plusieurs cette semaine. On vous rejoint tout de suite. Si on m'avait dit, Marjorie, qu'un jour je referais de la trottinette, mais bon voilà, celle-ci elle s'appelle Tyr, elle nous vient d'Allemagne et surtout elle recèle pas mal de promesses écologiques intéressantes, notamment celle de recycler une grande partie de sa batterie en lithium-ion grâce à un partenariat avec Deutsche Recycling. La batterie justement, on y accède de manière très facile avec un simple tournevis. Résultat, lorsque la trottinette est à plat, on n'a pas besoin de l'emmener à un entrepôt, ce qui permet d'économiser pas mal de transport et donc de production de CO2. Il y a une autre astuce que je trouve très intéressante, c'est qu'on peut accéder tout simplement avec l'appli à un casque intégré qui est ici. On peut également avoir des charlottes, ça peut toujours être pratique. Et ce casque, on va pouvoir le déplier et le replier de manière très facile. Pour la petite histoire, il abrite également 2 puces RFID qui vont vous permettre de savoir en permanence si vous avez bien reposé le casque lorsque vous n'avez plus besoin de la trottinette. Et ce côté dépliant, eh bien, ça m'a donné envie de tester un autre 2 roues, un vélo cette fois-ci, assemblé en France, qui s'appelle EOVolt. Et ce vélo, eh bien, il va vous permettre de faire pas mal de pointes, d'aller très facilement jusqu'à la 5e vitesse sans application. Cette fois-ci, on a un petit tableau de bord. On a une autonomie qui pourrait être un peu supérieure, j'étais un peu déçu là-dessus, mais on peut le plier ou le déplier en moins de 10 secondes. Bref, ça vaut le coup d'essai. À vous, Marjorie. Merci, Guillaume. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés.